Salut tout le monde. Est-ce que c'est trop fort? Je pars mon time timer, là, parce que sinon, je vais vous écraser par la longueur de mon discours. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Moi, je travaille sur la participation sociale et politique des jeunes, mais aussi de différents groupes d'âge à travers le parcours de vie. Et moi, puisqu'on parle des tranches de vie, donc moi, j'ai toujours été une étudiante très engagée. Alors, j'ai parti le premier comité environnemental de la commission scolaire de l'île de Montréal dans les années 80. J'ai fait partie d'à peu près beaucoup de manifestations à Montréal sur toutes sortes de sujets environnementaux, langue française, culture, etc. Et donc, je poursuis ma carrière parce que je dirige un centre de recherche sur la citoyenneté et les minorités. Donc, j'organise encore des événements. Je suis encore engagée avec des étudiants, mais ce qui est bien le fun, c'est que je suis payée pour le faire maintenant. Puis ce qui est encore plus le fun, c'est que j'ai eu des subventions de recherche pour travailler sur ce que vous faites. Ça fait que je continue à travailler sur ces sujets-là. Alors, je vais vous présenter un peu une petite partie de mes travaux aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup, puis je veux pas vous assommer, mais je veux vous mettre un petit peu dans l'esprit du projet de recherche qui vient de se conclure sur les expériences d'éducation à la citoyenneté démocratique des jeunes. Donc, je suis très contente parce que l'enjeu de la démocratie est redevenu un enjeu très important actuellement, parce que ce qu'on est en train de vivre, c'est la montée des démocraties illibérales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des démocraties, donc on vote, sauf que la question des droits et libertés, surtout des groupes minoritaires, sont de moins en moins importantes. Donc, c'est ce qu'on voit aux États-Unis, mais c'est ce qu'on voit en Europe aussi, avec le gouvernement en Pologne, en Hongrie. Alors, on est vraiment en train de dissocier la démocratie du libéralisme. Puis quand je dis libéralisme, ça ne veut pas dire libéralisme économique néolibéral, là, c'est pas ça, c'est la question des droits et libertés. Donc, qu'est-ce qui est important de comprendre dans ma démarche, c'est que moi, je m'inscris dans une démarche je dirais, d'apprendre par l'expérience qui a été développée par John Dewey. Et pour lui, l'éducation, ça fait partie de la démocratie. Puis la meilleure façon de vivre la démocratie, c'est de l'expérimenter dans son quotidien. Puis la démocratie, c'est une institution, oui, ce sont des règles, des institutions, mais c'est d'abord quelque chose que l'on vit dans notre quotidien. C'est ce que j'appelle l'éthos démocratique. C'est une culture, des valeurs que l'on partage et que l'on apprend. Et évidemment que quand on apprend ça jeune, mieux c'est. Parce que c'est beaucoup plus difficile d'apprendre ça plus tard. Donc, faire l'expérience de la démocratie, c'est pas nécessairement d'avoir la meilleure réponse, c'est le processus. Et le processus, c'est ce qu'on apprend à travers les activités parascolaires, à travers les tiers-lieux où on engage les jeunes à faire des expériences de prise de décision collective pour des enjeux qui nous touchent dans nos communautés locales. Alors, je viens de publier un livre avec ma collaboratrice Caroline Caron sur les résultats de recherche que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai mis le code QR parce que ce livre-là, et ça fait partie de ma philosophie, il est accessible gratuitement, en accès libre. Alors, vous pouvez copier le code QR, vous allez arriver directement au livre. Ça s'appelle La science démocratique, c'est-à-dire que moi, ça me fait plaisir et je trouve important que les chercheurs, s'ils sont capables, on n'est pas toujours capables parce que ça prend des subventions, de rendre les produits de nos connaissances accessibles à tous. Alors, dans ce livre-là, vous allez trouver beaucoup d'informations. Je vais résumer ça aujourd'hui. Évidemment, il y a beaucoup d'informations, mais je peux vous dire, pour les gens qui sont dans le milieu de l'éducation, il y a un beau volet sur les méthodes de recherche partenariale, parce que c'est un projet de recherche partenariale. Donc, je pense que vous allez avoir accès au PDF. Alors, si vous n'avez pas pu prendre le code QR, là, vous allez tout avoir cette information-là.
Euh, j'ai aussi un site web, Éducation et démocratie, où vous allez avoir accès à tout ce qu'on a fait, des documentaires, des rapports de recherche, ben du stock. Alors, c'est tout sur ce site web-là. Aujourd'hui, le plan de la présentation, c'est que je vais vous parler de ma démarche de co-construction de la recherche. Je vais vous parler des concepts de citoyenneté démocratique des jeunes, des tiers-lieux, mais je pense que finalement, je fais un résumé, je pense, des thèmes qu'il y a eu dans l'Observatoire cette année, tiers-lieux, citoyenneté, démocratique, forme participative et leçons apprises. Alors, juste pour vous dire, ce projet-là, donc, il a débuté en 2015. Donc, là, je termine ça cette année. Ça fait 10 ans que je travaille là-dessus. C'est un projet qui a été co-créé avec une cinquantaine de partenaires et la co-création de ce projet-là a été faite avec l'Institut du Nouveau Monde, avec qui je collabore depuis le début de l'Institut du Nouveau Monde, hein, parce que je vous avais dit que j'étais toujours engagée. Donc, moi, je travaille avec eux depuis le début de la mise en place de cette institution-là. On a eu des demandes, on a eu des subventions, puis on a fait 7 terrains de recherche auprès d'organisations de la société civile, mais je vais vous présenter ça au cours de la présentation. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est que moi, je travaille avec du monde comme vous, qui ont des connaissances expérientielles, qui ont des connaissances, des savoirs pratiques, des savoirs expérientiels qui sont rarement traduits dans le milieu de la recherche. Alors, c'est toujours étrange parce que quand je parle avec les gens, on parle, ben c'est bien évident, ben oui, il faut du sens, ben oui, il faut. Mais dans le milieu scientifique, c'est comme si votre connaissance n'est pas traduite. Puis un des objectifs de cette recherche-là, c'était de traduire vos connaissances pratiques, expérientielles en connaissances scientifiques. Puis, quand je travaillais avec les gens ils me disaient souvent, ben, tu sais, on a des subventions du secrétariat à la jeunesse ou de différents ministères pour soutenir la citoyenneté démocratique, mais honnêtement, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire dans le fond. On a tous une vague idée de c'est quoi la citoyenneté, une vague idée de c'est quoi la citoyenneté démocratique. On se dit, ben oui, c'est participer aux élections, mais c'est pas mal plus que ça. Et là, les organismes me disaient: «Ben, on ne sait pas c'est quoi». Ça fait que là, on a commencé à consulter des gens. On a fait une méthode Delphi. Une méthode Delphi, ça, c'est un questionnaire qu'on envoie, puis on posait des questions. C'est quoi les qualités, vous pensez, qui devraient être, développées chez les jeunes de 5 à 18 ans? Puis là, ils nous disaient: «Ben, dans le fond, il faut avoir des savoirs». Mais vous savez déjà ça, là. Là, ils nous ont dit: «Il faut comprendre, les fonctionnements des institutions, mais aussi il faut comprendre les déterminants sociaux». Puis ça, je trouvais ça intéressant parce qu'on parle beaucoup de jeunes comme s'ils appartenaient pas à des classes sociales. Mais souvent, les classes sociales sont plus déterminantes que l'âge. Alors, c'est très important de comprendre l'âge en interaction avec les classes sociales et de connaître ses droits, notamment. Ça, c'était des qualités pour développer une bonne citoyenneté chez les jeunes. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils comprennent, les jeunes? Ben, les intervenants, ce qu'ils nous ont dit, c'est d'être capable de présenter son point de vue, reconnaître et valoriser le point de vue des autres. Ça, c'est très important dans une société où il y a beaucoup de chambres d'écho. Formuler des questions, savoir formuler des questions. Puis les savoir-être, c'était exprimer des points de vue différents de ceux de la majorité. C'est vraiment difficile quand on est à l'adolescence, hein. On a eu la présentation sur l'adolescence, on veut être comme les autres, hein. Alors, être capable d'exprimer un point de vue différent, c'est difficile. Être à l'écoute des autres, puis prendre conscience des impacts. Ça, c'était des qualités. Donc, il y a un petit rapport de recherche qui a été fait. C'est pour ça que je vous ai mis le code QR là-dessus. Puis quand on s'est rencontrés en symposium, ça, c'était des consensus. On a voulu parler des dissensus. Qu'est-ce qu'il y a pas? Puis là, les gens, ils ont dit, ben, dans le fond, ce qu'on voit peu, c'est la question de la citoyenneté décoloniale. Par exemple, c'est quoi être un citoyen autochtone? Puis qu'est-ce que nous, on a fait en tant que société coloniale aux groupes minoritaires autochtones actuellement? Qu'est-ce qu'il y a pas? C'est
toute la question des rapports, sociaux racisants, c'est-à-dire toutes les questions reliées au racisme qui font partie de la question de la citoyenneté. Donc ça, ce sont des éléments qui sont sortis de nos discussions, puis on s'est dit: «On va élaborer un projet de recherche pour essayer de mieux comprendre c'est quoi la citoyenneté des jeunes en regard à ces différents savoirs, savoir-être, savoir-faire que l'on devrait développer en allant voir sur le terrain la connaissance des gens. Ça veut dire des jeunes et des facilitateurs, parce que moi, je vous appelle les facilitateurs, c'est-à-dire des gens qui vont créer les liens, faciliter les prises de décision et faciliter les échanges. Alors, quand on fait puis là, je parle des articles qui ont été publiés parce que ça peut être des ressources pour vous. Par exemple, si vous faites des projets de recherche partenariaux avec des chercheurs, ben vous pouvez vous poser la question, ben c'est quoi les enjeux éthiques d'une recherche partenariale? Donc, j'ai écrit là-dessus. C'est très difficile faire des projets de co-construction. Vous pouvez en parler avec mes partenaires parce que mes partenaires, ils voulaient non seulement co-construire le projet avec moi, ce qu'ils ont fait, mais ils voulaient aussi co-analyser. Puis là, ça devient plus difficile. Puis là, quand on a des jeunes impliqués, ben ça devient difficile aussi quand ils sont mineurs. Alors, il y a toutes sortes d'enjeux éthiques auxquels on a dû réfléchir. Si vous avez des questions, je pourrais revenir là-dessus. Je ne veux pas trop mettre l'accent là-dessus aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'enjeux éthiques quand on commence à faire du partenariat, de la recherche partenariale sur ces sujets-là. Quand on travaille aussi avec les jeunes, c'est important d'adapter nos projets de recherche aux jeunes eux-mêmes. Moi, j'ai fait 7 terrains, je vais revenir, mais j'ai notamment travaillé avec le comité des droits du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau. Donc les jeunes qui sont dans ce groupe-là, ce sont des jeunes plus jeunes, disons. Ils ont entre 8 et 11 ans. Ils sont très défavorisés. La plupart sont sous la loi de la protection de la direction de la protection de la jeunesse. Donc, travailler avec ces jeunes-là, on ne travaille pas de la même façon que travailler avec les jeunes de la commission jeunesse Gatineau, qui sont super allumés, capables de débattre de la politique internationale. Alors, il faut s'adapter et la meilleure façon pour nous de le faire, ça a été de faire de l'ethnographie avec les enfants, c'est-à-dire que avec des jeunes, c'est-à-dire que nous, on était là comme des participants. Donc, quand on était avec mes étudiants, le comité des droits, ben quand c'était la période de dessin, nous autres, on dessine avec les jeunes, puis on fait les manifestations avec eux, puis on distribue la pizza, on range la cuisine, puis on fait tout comme si on était des participants, puis en même temps, on prend des notes de recherche. Mais c'est important de se fondre dans ces terrains-là. Alors, là, j'en viens aux résultats de la recherche. Je vous ai parlé un petit peu là, de comment on a mis ça sur pied. Donc, ce qui est important de comprendre quand on fait une recherche comme ça, bien, ça a été de travailler avec des groupes qui croient finalement au pouvoir d'agir des jeunes. Et ça paraît évident parce que, mais il y a beaucoup de groupes, par exemple, ou d'organisations, à travers lesquelles la citoyenneté des jeunes est pas si nécessairement reconnue. Donc nous, on a vraiment choisi des organisations qui reconnaissent la citoyenneté des jeunes, des enfants, comme, la Convention internationale des droits des enfants la présente, c'est-à-dire, il y a plusieurs articles, le droit à la participation, le droit, à être dans une famille aimante, le droit de jouer, etc. Pour aussi permettre, pour comprendre aussi, donner du pouvoir d'agir aux jeunes, il faut que les organisations soient capables d'avoir des lieux inclusifs et bienveillants pour les jeunes. Puis ça, c'est facile à dire, mais concrètement, ça veut dire que ben il faut les accueillir, il faut aller les solliciter où est-ce qu'ils sont. Puis vous savez, au Canada, les grandes enquêtes sur le bénévolat, la participation publique, tout ça, le moteur de participation numéro 1 là, c'est la sollicitation. Que ce soit pour les jeunes, pour les adultes, c'est aller chercher les gens.
aller chercher, faire inviter personnellement des jeunes, aller au Midi Pizza. Moi, j'ai beaucoup de jeunes engagés que j'ai suivis à travers les années, que l'activité qui les a engagés dans leur carrière d'étudiants, là, ça a été un dîner pizza. Une pointe de pizza, avec une pointe de pizza, on peut aller loin. Je peux vous dire ça. Je connais des députés actuellement, là, leur carrière politique a commencé avec une pointe de pizza dans une école secondaire. Ça fait que, croyez, investissez dans les pointes de pizza. Ça va porter fruit. C'est comme, ça porte fruit. Le pepperoni mène loin, même si on mange pas toujours de pepperoni. Les conditions de possibilité du pouvoir d'agir citoyen des jeunes, c'est de leur offrir aussi la possibilité de discuter de transformation sociale. Quand on parle de citoyenneté des jeunes, puis quand on regarde, par exemple, les cursus scolaires là, au Canada, aux États-Unis, quand on pense à citoyenneté, éducation à la citoyenneté, on pense beaucoup à il faut que les gens connaissent les institutions. Oui, c'est vrai. Les normes, les institutions. Après ça, on se dit, il faut que les gens s'engagent dans leur collectivité. Il faut qu'ils fassent du bénévolat. Tu sais, tous les programmes PEI mettent beaucoup l'accent là-dessus. Mais j'aimerais qu'on fasse une petite expérience de pensée, puis on se dise que nous sommes dans un pays totalitaire. X, Y, Z. Avec un ou une dictatrice. Est-ce que vous pensez que les enfants, les jeunes dans ces pays-là, on les éduque à comprendre les institutions et les normes? En général, oui. Ils sont obligés. S'ils les apprennent pas, ça va pas bien. Est-ce que vous pensez qu'on les encourage à faire du bénévolat puis à s'engager dans leur société? Oui. Il y a beaucoup de solidarité. Alors, connaître les institutions puis être solidaire, ce n'est pas propre au régime démocratique. C'est pas ça qui est propre au régime démocratique. Ce qui est propre au régime démocratique, c'est d'aller vers une justice sociale. Puis là, je dis pas ça en termes politiques, là, non, c'est ça un régime démocratique. Un régime démocratique, c'est un régime où on reconnaît les droits et libertés, donc la justice, et que l'on accepte que collectivement, on définisse le bien qui va nous mener. C'est ça les élections. Alors, quand on parle de citoyenneté démocratique, là, c'est pas juste connaître. Oui, c'est connaître les institutions, mais c'est pas juste ça. C'est pas faire du bénévolat. C'est être capable de discuter d'enjeux collectifs avec des gens qui ne pensent pas comme nous, être capable de les écouter, les respecter, de prendre des décisions, puis de respecter la décision, même si ça ne fait pas notre affaire. Ça, c'est la citoyenneté démocratique. Puis, quand on regarde ça comme ça nous donne une autre idée de c'est quoi, dans le fond, éduquer à la citoyenneté démocratique, puis sur quoi il faut mettre de l'effort. Je dis pas qu'il ne faut pas mettre d'effort sur le bénévolat. C'est important, le bénévolat. C'est important de connaître les institutions puis de voter. Mais c'est vraiment pas juste ça. C'est surtout discuter puis définir le bien commun vers des enjeux de justice. Parce que s'il n'y a plus de justice, il n'y a plus de démocratie. C'est ce qu'on est en train de voir dans les démocraties illibérales. Quand on parle de citoyenneté démocratique des jeunes aussi, il faut comprendre que pour beaucoup d'adultes, les jeunes ne sont pas des citoyens. Ils ne sont pas des citoyens pour la plupart des adultes. Ça fait que là, tout de suite, en partant, il faut éduquer les autres adultes avec qui on travaille pour dire non, c'est pas parce que tu votes pas que tu n'es pas un citoyen. Tu es un citoyen. Puis, ce n'est pas aussi parce que les gens n'ont pas leur papier de citoyenneté canadienne qu'ils ne sont pas des citoyens. Ils sont des citoyens aussi, mais ils n'ont pas le statut, mais ils peuvent participer politiquement. Les jeunes peuvent participer politiquement, même s'ils n'ont pas le droit de vote. Et ça prend beaucoup de travail pour
éduquer à cette réflexion-là et on va parler de citoyenneté différenciée. On n'est pas en train de dire que le citoyen de 11 ans a les mêmes capacités cognitives qu'un adulte, c'est pas ça. Puis on est très conscient, comme le disait Hannah Arendt, que les jeunes sont très influençables par des partis politiques, c'est vrai, il faut faire attention à ça. Mais ils ont des capacités, les jeunes, à devenir des citoyens. Alors, si ça vous intéresse, il y a un numéro complet d'une revue qui s'est intéressée à toutes les formes de citoyenneté des jeunes. Puis dans cette revue-là, Liens social et politique, citoyenneté des enfants et des jeunes, il y a un article de ma collègue Caroline Caron à l'UQO qui parle de l'adultocentrisme, c'est-à-dire ce point de vue des adultes dominants qui fait en sorte qu'on oublie que les jeunes ont des connaissances et ont des compétences citoyennes, même s'ils n'ont pas le droit de vote. Donc, on fait beaucoup la promotion de la participation des jeunes, on fait la promotion de la citoyenneté démocratique. Il y a beaucoup d'organisations. Excusez-moi, mon micro me rentre dans les narines. C'est un petit peu. Je vais essayer de. Pas dans la bouche non plus. OK. J'imagine que vous avez déjà vu cette échelle, l'échelle de Hart. C'est une vieille échelle, là, assez connue, qui montre que c'est pas parce qu'on fait participer les jeunes que c'est une vraie participation. OK? Et les jeunes sont extrêmement sensibles à ça. C'est pour ça que quand on fait participer les jeunes, il faut s'assurer que ça soit une participation, qu'on respecte leur participation, parce que c'est ça qui crée du cynisme. Si on consulte les gens, on ne les écoute pas, ça crée du cynisme. Si on invite des jeunes juste pour faire des photos avec des politiciens, puis qu'on n'écoute pas les jeunes, ça crée du cynisme. Alors, il ne faut pas s'étonner quand même que les gens ont perdu confiance à l'égard des élites. Parce que les élites ont beaucoup engagé plusieurs citoyens de différents groupes d'âge dans des situations, en anglais, ils appellent ça tokenism. En français, on va dire participation de façade. Dans des participations de façade. Alors, l'échelle de Hart, dans le fond, elle nous dit le degré le plus élevé de participation, c'est quand il y a des décisions partagées entre les enfants. Puis quand je dis enfants, ça veut dire 18 ans et moins. Parce que dans la littérature, dans la Déclaration des droits, là, c'est 18 ans et moins. Donc, ça, c'est une vraie participation quand la décision est partagée entre les adultes et les jeunes. C'est le degré le plus élevé de participation. Mais il y a différentes conceptions du partenariat. Moi, j'appelle ça un partenariat entre les jeunes et les adultes. Alors, il y a différentes façons de concevoir ce degré de partenariat-là. Parfois, on voit que, par exemple, ça va être les adultes qui initient les activités, mais parfois, ça va être vraiment les jeunes qui vont les initier. Puis je vais vous parler de cas concrets, puis vous allez voir qu'il y a toutes sortes de façons de faire. Parfois, c'est juste les adultes qui écoutent les jeunes, puis d'autres fois, les échelles de participation vont dire, ben non, c'est quand les jeunes partagent le pouvoir et prennent les décisions que c'est ça qui est le plus efficace. Pour Lanson, par exemple, c'est quand les jeunes décident, dirigent et réalisent quand ils font tout. Mais à mon avis, c'est un petit peu irréaliste. Dans le sens où on a beaucoup travaillé avec des organisations par et pour les jeunes. On dit tout le temps, oui, c'est par et pour, mais une chance qu'il y a des employés à temps plein en arrière du par et pour. Parce que je pense que dans le par et pour, on oublie qu'il y a des gens très, très, très importants qui sont en arrière, là. Ça fait que on pourrait dire pour et avec. On va dire ça de même. Moi, je suis plus réaliste. Je vais dire pour les jeunes et avec les jeunes. Ça serait ma façon de voir les choses, ce que j'ai pu observer sur le terrain. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, quand j'ai fait mon terrain de recherche, on cherchait juste
des organisations avec une perspective positive de la jeunesse. C'est un petit peu ce que ma collègue a présenté ce matin, c'est-à-dire une perspective positive, ça veut dire qu'on veut agir positivement et non pas contre des problèmes sociaux. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives jeunesse qui vont être destinées à des jeunes en particulier ou à des problèmes en particulier, mais nous, on voulait vraiment des organisations qui offrent, tu sais, des initiatives très, très ouvertes à toutes sortes de jeunes, qui reconnaissent les droits à la citoyenneté des jeunes et que ça se passe à l'extérieur du milieu scolaire et c'est la raison pour laquelle j'appelle ça les tiers-lieux. Alors, qu'est-ce qu'un tiers-lieu? En sociologie urbaine, je sais que vous en avez entendu parler un petit peu, mais je le dis rapidement. En sociologie urbaine, on s'est, surtout dans les années 80, on s'est beaucoup intéressé à ces lieux à l'extérieur du travail et à l'extérieur de la famille, des lieux publics où on crée des liens sociaux. Parce que vous savez que le tissu social, ben, ça commence par des interactions face à face. Bon, je le sais maintenant, il y a les internets, mais ça remplace pas le face à face. Donc, les lieux d'interaction en face à face sont très, très, très importants et c'est la raison pour laquelle de plus en plus on va parler des tiers-lieux. D'ailleurs, les bibliothèques sont conçues comme des tiers-lieux maintenant et c'est une façon vraiment de soutenir le tissu social. Puis moi, les organisations que j'ai rencontrées, ben ils offrent ces espaces-là, des fois en collaboration avec l'école. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en lien avec l'école, mais c'est différent de l'école. Ce sont des organismes communautaires qui offrent des services à l'extérieur de l'école, mais parfois dans les murs de l'école, mais c'est extérieur à l'école. Donc là, j'en viens à mes partenaires. Alors, je voulais observer 3 types de participation, parce que vous savez qu'il y a plein de types de participation. Je voulais vraiment voir de l'action politique, de la démocratie représentative, tu sais, les gens parlement, jeunesse, commission, etc. Donc, j'ai observé le Forum jeunesse de l'Île de Montréal qui soutenait les comités d'étudiants des 2 grosses commissions scolaires de Montréal. J'ai observé la commission jeunesse Gatineau parce que c'est dans mon patelin, puis c'était pas mal plus facile à faire le terrain et c'est la première commission jeunesse au Québec, quand même. Peu connue, un beau modèle. La deuxième, c'est celle de Montréal. Et ce qui les distingue, c'est que la commission jeunesse Gatineau, ce sont que des adolescents, alors qu'à Montréal, c'est de 13 ans à 29 ans. Donc, vous avez des groupes d'âge vraiment, vraiment différents. Je voulais aussi observer des tiers-lieux où on encourageait la participation citoyenne en général. Alors, l'école d'été de l'INM, la Marche Monde d'Oxfam Québec, Feu Marche Monde d'Oxfam Québec, et des groupes qui, eux, étaient plus dans une participation un petit peu plus engagée, critique. Centre de pédiatrie sociale de Gatineau, le Y des femmes de Montréal, puis Execo, qui est une organisation qui fait de la médiation sociale. Alors, ces caractéristiques des lieux, les caractéristiques de ces lieux-là, ben, c'était des espaces inclusifs. Où on mettait beaucoup l'accent sur l'accueil, des activités de brise-glace, on veut faire participer tout le monde. On veut aussi avoir un safe space, c'est-à-dire que chaque jeune qui participe, on les protège dans le respect de leurs opinions, par exemple, ou dans le respect de leur expérience. Alors, quelles expériences d'éducation citoyenne ont été proposées aux jeunes? Alors, une des choses importantes à retenir de cette recherche-là, c'est qu'il y a plusieurs discours sur l'éducation et la citoyenneté démocratique. On a l'impression que la citoyenneté démocratique, c'est la démocratie libérale. Je ne veux pas vous faire un cours de sciences politiques, mais je vais en faire un quand même en 5 minutes. Alors, en démocratie, donc, ce qu'on connaît le plus, c'est la démocratie libérale. Comme je le disais, c'est participation électorale, respect des droits et libertés. Deuxième modèle démocratique qu'on connaît bien, c'est le modèle délibératif, c'est-à-dire, oui, participation, mais on délibère, hein, c'est ce qu'on fait à l'Assemblée. C'est ce qu'on fait dans des comités étudiants, par exemple. On a aussi un modèle de démocratie participative. Ça, c'est une coche un petit peu plus élevée, c'est-à-dire qu'on vote,
on délibère, mais en plus, on passe à l'action. Et ça, on est vraiment dans le modèle de Dewey, par exemple, où on est dans un modèle très libéral, quand même un peu conventionnel. Et l'objectif, dans ce type d'expérience-là, on met l'accent sur la rationalité des acteurs, hein, parce qu'on parle, on jase, on parle de concepts. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on prend des décisions, on est beaucoup dans la tête. Un autre modèle, une autre façon d'aborder la démocratie, c'est de mettre l'accent sur les enjeux de pouvoir. Et là, quand on met l'accent sur les enjeux de pouvoir, on vient chercher beaucoup d'émotions comme la colère. Hein, on joue avec ces émotions-là, on joue avec des observations de la réalité. On n'est plus juste dans du rationnel, on est observateur de la réalité. Donc, il y a des discours sur la démocratie critique. Hein, si on peut penser, par exemple, toutes des questions de justice sociale distributive, contre la pauvreté, par exemple. Là, on est dans un modèle critique des rapports de pouvoir, de domination économique. On a un discours sur la démocratie multiculturelle, où là, on met l'accent plutôt sur la reconnaissance de la diversité culturelle qui est plus importante pour ces gens-là, par exemple, que les libertés individuelles. Puis, il y a des gens qui vont mettre l'accent sur la démocratie agonistique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la reconnaissance du conflit. C'est-à-dire que dans une démocratie, parce qu'il faut que l'on discute de notre bien collectif, on n'a pas le choix, des fois, d'avoir des conflits. Puis d'ignorer cette réalité-là, ça fait qu'on tourne autour de ce qu'est la démocratie, parce que le conflit fait partie de la démocratie. Donc, il y a des expériences qui sont plus là-dedans. Je vais vous en parler. Et il y a d'autres expériences qui vont plus faire appel au jugement esthétique. Qu'est-ce que ça veut dire, le jugement esthétique? Ça ne veut pas juste dire le beau, ça veut dire qu'est-ce qu'on ressent. Hein? On est dans le sens, on est dans le senti. Et je peux vous dire que les modèles scandinaves, par exemple, d'éducation à la citoyenneté démocratique, mettent beaucoup l'accent sur l'expérience esthétique. Le rapport à la nature, par exemple, faire des expériences de la nature, faire des expériences de care, de prendre soin et toutes les questions d'éco-citoyenneté. Alors, quand j'observe mes espaces d'initiative d'éducation à la citoyenneté, ce que je vois, c'est que la plupart de ces organisations-là, ils vont piger dans plusieurs des discours. C'est pas vrai qu'on est juste dans un des discours. On est toujours pas mal toujours dans plusieurs discours. Et le groupe qui vraiment a touché à tous ces discours-là, puis j'avais pas inclus éco-citoyenneté et care à ce moment-là parce que c'est comme quelque chose qui est venu après dans l'analyse, c'est le Why des femmes de Montréal. Dans le groupe Why des femmes de Montréal, eux, leur projet, ça s'appelle Force des filles, Force du monde. Il y a 2 intervenantes qui accueillent un groupe de filles entre 15 ans et 19 ans, puis leur dit, bon, c'est quoi votre projet? Puis ça s'appelle Force des filles, Force du monde. Ça fait que c'est sûr que c'est un peu féministe. Là, les filles arrivent, ils disent, oh, cette année, ça nous tente de faire un documentaire. OK, on fait un documentaire. C'est quoi le sujet du documentaire? Oh, ça va être le féminisme intersectionnel. Parce qu'on comprend pas trop c'est quoi, puis c'est compliqué, puis tout le monde parle de ça, puis on veut mieux comprendre c'est quoi. Alors, elle, donc si on est dans la question des pouvoirs, hein, c'est un projet initié complètement par les jeunes, réalisé complètement par les jeunes. Donc, on est vraiment dans un niveau élevé dans l'échelle de art, là, de production. Après ça, elles votent les sujets, elles ont voté le sujet, donc on est dans un modèle libéral. On a délibéré, on a participé, on s'est engagé dans des rapports critiques sur c'est quoi les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes, et les autres identités, groupes de genre, identités sexuelles. Mais intersectionnels, les rapports sociaux racisants aussi. Donc, on a vraiment questionné, puis c'était très beau de voir ça parce que les jeunes, entre elles, n'étaient pas d'accord sur qu'est-ce que ça voulait dire le féminisme et qu'est-ce que ça voulait dire le féminisme intersectionnel. Puis elles se sont dit, on va aller interviewer des féministes, tu sais, vraiment, qui connaissent ça. Puis,
elles écoutaient ces féministes-là, puis elles disaient: «Ah, mais c'est bizarre parce que moi, je suis pas vraiment d'accord avec leur point de vue» ou puis c'est vraiment impressionnant. Je vais vous présenter la vidéo de ça tantôt. C'est bien impressionnant. Donc, c'est juste pour vous dire que dans tous les groupes que j'ai vus, c'est le seul qui a vraiment mobilisé tous les types de discours à l'éducation à la citoyenneté. Mais ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs que les autres, là. C'est pas ça. C'est pas des petites étoiles. OK? C'est pas comme un tableau des records. C'était juste pour voir sur le terrain qu'est-ce qui est mobilisé. Il y a des groupes qu'eux autres sont plus dans une démocratie représentative, sont plus libérales, participatifs, délibératifs, puis c'est bien correct. Alors, je voulais vous dire que ce que je vous présente aujourd'hui, ben moi, c'est sûr que j'ai je regarde ce qui se passe au Québec parce que je viens du Québec, mais je travaille en Ontario avec des collègues canadiens anglais. Puis, je suis là, ah ouais, eh ben, tu sais, finalement, là, c'est pas mal hot ce qu'on fait au Québec. Parce que ce qu'on fait au Québec, là, ça se fait pas dans les autres provinces. Il n'y en a pas de secrétariat à la jeunesse dans les autres provinces, puis il n'y en a pas de subvention tant que ça pour les organisations jeunesse dans les autres provinces. Puis, même à l'échelle internationale, je peux vous dire qu'on est pas mal bon. Alors, si ça vous intéresse, il y a un autre article où j'ai publié sur le Code du Canada, puis comment le Québec se distingue finalement dans la diversité. Parce que la réponse, c'est pas qu'il y a une bonne façon de faire. Au contraire, c'est qu'il faut offrir une panoplie de discours puis d'expériences aux jeunes. Parce que la démocratie, c'est ça. C'est pas juste une chose, c'est plein de choses. Alors, je vais vous parler un petit peu de chacun des cas là, plus en détail. Comme je vous disais, je voulais m'intéresser aux expériences de participation politique. Donc là, vous voyez des photos de la Commission Jeunesse Gatineau et du comité des élèves de la commission scolaire de l'Île de Montréal et de Marguerite-Bourgeoys. Alors, les 2 comités des étudiants, ça, c'était à l'échelle des commissions scolaires. C'est pas dans les écoles, là. C'est vraiment, là, on est en haut des écoles. C'est le Forum jeunesse de l'Île de Montréal qui facilitait, qui coachait ces jeunes-là. Ça a été quelque chose, je peux vous dire. Donc, ce qu'on voit à la commission jeunesse Gatineau, puis je veux mettre l'accent là-dessus, je veux pas prêcher pour ma paroisse, mais c'est parce que j'étais impressionnée par ce qu'ils faisaient, la commission jeunesse Gatineau. C'est vraiment impressionnant. Parce que eux là, ils ont 2 élus qui font partie de la commission jeunesse Gatineau. Donc, c'est pas un comité de jeunes là, qui parlent entre eux puis que les adultes les écoutent pas. Non, 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 non. Le comité est coprésidé par un élu adulte et le présidente de la commission jeunesse Gatineau. Et les élus ont le devoir, comme dans n'importe quelle autre commission municipale, de présenter les propositions au conseil de ville. Donc, on est dans un modèle très élevé de participation. Puis je peux même vous dire, OK, que la commission jeunesse Gatineau organise une consultation publique auprès de toutes les écoles secondaires de la ville à chaque 5 ans. Et dans cette consultation publique, ils font la planification stratégique des actions de la commission jeunesse Gatineau pour les 5 prochaines années. Et les gens de la commission jeunesse Gatineau mettent en œuvre la planification stratégique issue de la consultation publique. C'est-tu pas beau, ça? C'est impressionnant. La madame était bien impressionnée. J'étais là, oh wow, OK, c'est pas mal plus hot que ce que je pensais. Parce que j'ai travaillé beaucoup en démocratie participative, puis je me disais, mon Dieu, ils ont des leçons à nous donner. La ville paie une employée à temps plein pour faire ça. C'est parce qu'il faut des ressources. Ça se fait pas tout seul, ça, là. Donc, la ville paye une employée à temps plein et ils vont travailler de pair avec les services de la ville. Exemple, société de transport. Ils ont plaidé pour que le transport soit gratuit pour les jeunes l'été. Après plusieurs années, ils l'ont eu. Donc, transport gratuit l'été pour les jeunes, pas besoin de payer les autobus.
Ça fait que là, on a ce modèle-là qui fonctionne, mais en même temps, les jeunes critiquent parce que ils disent, ben c'est ça, ils nous donnent du pouvoir, mais ils nous disent même pas c'est quoi le budget qu'on a, ils ne font même pas le budget, voter le budget. Ça fait que c'est pas un pouvoir complet. Mais vous savez qu'une ville, par exemple, comme Boston, fait un budget participatif d'1 million à chaque année auprès des jeunes. Budget participatif. À chaque année à Boston, 1 million dédié pour l'aménagement des parcs, des services. Forum jeunesse de l'île de Montréal. Si vous regardez le livre, je vous recommande de lire le chapitre 9. Quoi ne pas faire? Quoi ne pas faire pour faire vivre des expériences très négatives aux jeunes? Alors, ces jeunes-là, donc, ils ont été mêlés à des enjeux politiques très importants. Parce que c'était à un moment où on commençait à parler de l'abolition des commissions scolaires. Et là, les personnes politiques ont utilisé les jeunes des commissions pour les envoyer à Québec, faire de la manifestation et parler aux médias. Alors là, ils ont été jetés au pâturage, ils ont été pitchés en face de l'autobus. Alors là, ils ont parlé aux médias. Là, ils étaient bien fiers d'eux, sauf qu'après ça, le lendemain à l'école, les parents de l'école n'étaient pas contents, hein? Alors, ils ont tous eu une rétroaction très, très, très négative. Ils ont été vraiment instrumentalisés par les adultes en pouvoir. Puis vous irez lire les témoignages, c'est très intéressant parce qu'eux, ils disent, ben nous, là, ce dont on a besoin, là, c'est de l'éducation à gérer les émotions politiques. Parce que ça crée beaucoup d'émotions d'injustice, beaucoup d'émotions là, à toutes sortes de niveaux. Puis quand on fait de l'engagement social, ça crée beaucoup d'émotions politiques. Alors, c'est important d'en tenir compte pour aider à vivre ça. Puis d'ailleurs, les intervenants du Forum jeunesse de l'île de Montréal, une chance qu'ils étaient là pour récupérer tout ça, puis récupérer les jeunes. Ils ont joué un rôle très, très important. Alors, je vous disais que j'avais observé d'autres types d'expériences. Donc, c'est important pour moi d'aller voir des organisations qui sont là un petit peu comme des portes d'entrée de la participation citoyenne. Ça se fait dans les écoles, mais ça se fait aussi à l'extérieur des écoles. Donc, je trouvais que Oxfam, ils ont délaissé leur volet jeunesse, là, je sais, depuis 2-3 ans, depuis la pandémie, mais il y avait aussi l'Institut du Nouveau Monde avec l'école d'été et l'école d'hiver à la citoyenneté, mais aussi l'école d'influence. Alors, dans ce type d'activité-là, on a vraiment des facilitateurs, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont là pour créer beaucoup d'activités brise-glace, pour créer du lien social, pour que les gens se sentent en confiance de discuter entre eux. Puis, par exemple, l'Institut du Nouveau Monde, on va beaucoup mettre l'accent sur la démocratie participative, c'est-à-dire débattre, faire des choix et faire des propositions. Donc, on passe toujours à l'action. On ne fait pas juste débattre. On essaie de passer à l'action. Puis à l'école d'été, ben c'est souvent à la fin de l'école d'été, on va faire une proposition à un ministre, on va faire une prestation, on va faire quelque chose de concret. Avec la Marche Monde, ben j'imagine que tout le monde ici connaît la Marche Monde d'Oxfam Québec, hein. C'était comme un rituel depuis les années 70. Avant, ça s'appelait la Marche 2/3. Alors, à Montréal, on mobilisait, là, il y avait plein de gens qui faisaient une manifestation et les jeunes dans les écoles, tu sais, toute l'année, finalement, organisaient les pancartes, les banderoles, pour participer à cette manifestation-là. Puis ça a toujours été quelque chose de très festif. Ça a toujours été souvent une première expérience de participation à une manifestation. Alors, c'était un moment très important. Oh, on dirait que ça n'a pas fonctionné ma photo. En tout cas, vous voyez en bas à droite, là, ça, c'est la photo de la Marche Monde. Puis quand on a fait les observations, les thèmes de ces années-là, c'était beaucoup autour des groupes LGBTQ2+, reconnaissance des groupes LGBTQ2+, et des causes environnementales, de justice
environnementale à l'échelle internationale. Ouais, je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas paraître. Alors, si vous vous intéressez à ça, si vous vous intéressez à l'innovation sociale, à l'entrepreneuriat social, issu de ces observations-là, j'ai publié des articles là-dessus parce que moi, je suis très critique de l'entrepreneuriat social. Donc, je ne suis pas critique de l'innovation sociale, mais je suis critique du mot entrepreneur social parce que je pense que au Québec, on a un chantier de l'économie sociale très vivant. Puis, dans les écoles d'été de l'INM, par exemple, et à Montréal, il y avait beaucoup d'incubateurs d'entrepreneurs sociaux qui venaient avec des idées d'entrepreneuriat individuel, mais pour des causes sociales qui sont assez différentes de l'économie sociale. Donc, mais qui répondaient aux besoins des jeunes parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire carrière d'une certaine manière avec leurs convictions sociales et politiques. Puis, en tout cas, aparté, si jamais ça vous intéresse, je peux répondre à des questions. Ah, voilà ma photo d'Oxfam Québec. Donc, où on est vraiment dans des valeurs altermondialistes. Maintenant, voyons les expériences de participation citoyenne que j'appelle émancipatrices. C'est-à-dire, si on revient au discours, il y avait des discours sur les rapports de pouvoir. Alors ça, ces organisations-là mettent vraiment leur mission, c'est de parler d'éducation à la citoyenneté, mais en mettant de l'avant la question des rapports de pouvoir. Alors, dans ces organisations-là, j'ai Force des filles, Force du monde, dont je vous ai parlé. J'ai Execo qui ont fait un programme pour les jeunes du quartier Pointe-Saint-Charles. Donc, le quartier Pointe-Saint-Charles, c'est un quartier ouvrier à Montréal, à côté de la gare centrale, il y a toujours eu beaucoup de mobilisation citoyenne dans ce quartier-là parce qu'il y a eu beaucoup de luttes de citoyens contre la gentrification sociale. Donc, on est vraiment dans des luttes de classe sociale et actuellement, si vous allez dans ce quartier-là, vous allez voir un nombre incroyable de tours de condos assez luxueux. Donc, il y a une cohabitation difficile entre des citoyens qui ont peu de moyens et beaucoup, beaucoup de gens qui ont plus de moyens et un quartier où il n'y a pas de ressources pour les jeunes. Il n'y a pas d'école dans ce quartier-là, par exemple. Alors, dans ce quartier-là, le projet d'Execo, c'était de transmettre la connaissance sur les luttes citoyennes de ce quartier-là aux plus jeunes. Alors, c'était vraiment la question des luttes ouvrières, puis comment les luttes ouvrières et citoyennes de ce quartier-là. Donc, c'était ça le projet. Et le Comité des droits des enfants, ben c'est un comité, on veut éduquer les enfants ou leur transmettre les connaissances sur la Convention internationale des droits des enfants. Alors, je vais en parler un petit peu plus. Donc, comme je vous le disais, Execo, leur objectif avec le Y de Pointe-Saint-Charles, c'était de montrer de faire des rencontres intergénérationnelles entre des personnes plus âgées du quartier et des jeunes pour qu'ils leur montrent comment ils avaient réussi à défendre leurs droits citoyens. Il y a une des luttes citoyennes les plus importantes dans le quartier Pointe-Saint-Charles, qui est le bâtiment 7, qui est un ancien bâtiment d'usine qui a été défendu par des groupes de citoyens, qui est devenu un espace collaboratif où il y a un petit café, des ateliers de réparation de vélos, par exemple, que les citoyens peuvent utiliser. Donc, un espèce de beau tiers-lieu, finalement, ouvert à tous. Et ce sont les citoyens qui ont défendu ce territoire-là. Et là, les plus vieux, ben, ils enseignent aux plus jeunes comment on se mobilise. Comment on se mobilise par rapport aux injustices, aux rapports inégaux entre les classes sociales aussi. Donc, Execo a travaillé avec eux, puis ils font toutes sortes d'ateliers d'impro, ateliers d'art créatif, etc., pour transmettre cette information-là. Si ça vous intéresse, il y a un article qui a été paru sur ce projet-là en particulier dans la revue Recherche féministe. Mais comme je vous dis, vous avez le PowerPoint, vous allez avoir accès à tout ça. Alors, leçon apprise. Qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Bien, d'un point de vue scientifique, on peut dire que ce qu'on a appris, c'est que quand on fait de l'éducation à la citoyenneté démocratique, il y a une coexistence de discours sur ce qu'est la démocratie.
Donc, la démocratie, ce n'est pas que la démocratie libérale. C'est une démocratie critique, agonistique, éco-citoyenne. Une démocratie du care, hein, du prendre soin. D'un point de vue de l'intervention, qu'est-ce que ça nous dit? Bien, ça nous dit quel travail extraordinaire vous faites. C'est ça que ça dit. Bravo. Moi, je dis qu'on vous applaudit. Un travail extraordinaire que vous faites. Vous changez la vie des gens, puis en changeant la vie des gens, vous changez la société. Une société vers plus de justice, vers plus de sens, hein? Parce qu'on parle pas du sens. C'est comme si c'était pas en mode de parler du sens, mais je pense que les jeunes sont avides de sens. Ils veulent parler de ça. Ils veulent mettre du sens dans leur vie. Vous êtes capable de donner du sens parce que vous savez accueillir les jeunes, les mettre à l'aise, les mettre en confiance, imposer un cadre où ils peuvent s'exprimer. Vous êtes capable de proposer des activités authentiques. Ça veut dire des vrais problèmes, régler des vrais problèmes, pas juste parler dans les nuages. « Oh oui, qu'est-ce qu'on voudrait que la société soit, passe partout. » Non, non, les jeunes, ils veulent de l'action. Il faut que ce soit un vrai problème. Problème de transport en commun, on trouve une solution. Problème de compostage dans une école, on trouve une solution. C'est ça qu'ils veulent faire. Ouvrir des nouveaux horizons sociaux, politiques, intellectuels, mon Dieu, on fait plus ça. On est juste dans de la réelle politique, hein, juste dans la politique de réglage de problèmes. Mais la politique, c'est rêver à qu'est-ce que l'on veut. Et pour rêver à ce que l'on veut, il faut être capable d'en discuter ensemble. Et vous permettez ça. Ce qu'on a découvert aussi, ben je l'ai dit, c'est le travail extraordinaire des facilitateurs et leur soutien. Donc, probablement que la prochaine étape du projet, ça va être vous. Savoir qu'est-ce que vous faites, comment vous faites ça, de comment mieux définir vos tâches, parce que personne réfléchit, ben pas personne, mais tu sais, ça prend du temps à réfléchir à ça. Puis, moi, je veux ouvrir un questionnement que moi, j'ai comme chercheur. Quand je jase avec des gens, puis que je vois la réalité politique, je vois qu'il y a de moins en moins de jeunes hommes qui s'engagent. C'est ça la réalité. La réalité, là, c'est que, puis je dirais, dans la région de Montréal, il y a de moins en moins de jeunes blancs qui s'engagent. Et dans le reste du Québec, il y a moins de jeunes hommes en général qui s'engagent. En bonne chercheur, je dirais prochain projet de recherche, les jeunes hommes. Je pense que c'est important. Actuellement, politiquement, on est en train d'observer, en anglais ils disent le gender divide, là, une polarisation genrée politique. Pas juste politique, au niveau de la scolarisation. Dans nos universités, il y a de moins en moins de jeunes hommes. Scolarité reliée à politique. Donc, il y a moins, on engage de moins en moins de jeunes hommes dans les activités. Ça fait en sorte que les activités où ils se sentent moins interpellés, je ne sais pas, mais il y a quelque chose là qu'il faut, je pense, ouvrir cette boîte-là, parce que une société démocratique, ça doit inclure tout le monde. Et là, actuellement, il y a évidemment des rapports de pouvoir de genre, je ne dis pas ça. C'est juste que dans la discussion démocratique, il semble ne pas y avoir beaucoup de discussions entre les garçons et les filles. On voit les garçons beaucoup, beaucoup plus, et ça, c'est dans tous les pays occidentaux, là. On n'est pas, c'est pas juste au Canada, au Québec, là. Vraiment plus à droite, plus conservateur, plus axé sur des enjeux économiques, parce qu'ils ont peur. Qu'est-ce que ça dit? C'est qu'ils ont peur. Ils ont peur. Les femmes, beaucoup plus à gauche, beaucoup plus progressistes,
Elles ont confiance, plus engagées dans des causes environnementales, justice sociale, etc. Il faut que ça se parle, là, parce qu'on ne peut pas aller comme ça. Il faudrait comme revenir comme ça. Alors moi, je vous dis ça parce que moi, c'est le questionnement que j'ai actuellement. Où sont les jeunes garçons? Comment on peut mieux les faire participer? Comment on peut leur offrir des expériences qui leur parlent? Comment on peut leur faire réfléchir à des enjeux sociaux? Je termine là-dessus. Puis, ben, je vous remercie pour votre écoute. Je sais que ça a pris bien du temps. Merci beaucoup.